Alors, comment avancent ces chroniques? À quel rythme? En fonction des curiosités, des envies de parler, des improvisations. Et puis des fois, soit c'est marée basse sur toi-même, soit c'est pas facile dans tous les chaos qui vous environnent. Eh bien, si on n'a rien à dire, on le dit pas. Improvisation, curiosité et peut-être accepter plus pour que j'y trouve mon compte. C'est pas une fascination, c'est pas un vertige. Je sais même pas si c'est une adresse. Je sais même pas si ça pourrait être plus dans l'intimité du podcast ou est-ce que je serais capable d'avoir cette même relation podcast uniquement avec le micro plutôt qu'à s'installer dans... Quand je vois mon petit opercule devant, j'ai l'impression qu'il m'enveloppe, qu'il m'attire par l'arrière. Et c'est peut-être ça qui est la plus haute récompense, de vous emmener dans des lieux où vous n'auriez pas parlé, des points d'énonciation où vous n'auriez pas osé vous hisser pour parler. L'autre fascination, c'est que quelquefois, c'est tout vague, tout minuscule, tout fin. Tu dis, si je vais m'en saisir, peut-être ça va se déchirer, se dissoudre. C'est l'exercice que je voulais faire là. Hier soir, je lisais Roger Caillois, et tout d'un coup, Roger Caillois cite 5 lignes de Saint-Simon, avec 2 noms. Bouligneux, Bouligneux, et un autre nom, Vatrigny, Watrigny. Et une date, c'était 1704. Alors Saint-Simon, ils étaient rangés, je descends dans le noir, je cherche le tome 1, je remonte avec le tome 1, et puis le tome 8, alors je ne sais pas tous pris, mais le tome 8, il est ici, parce qu'évidemment, il y a cette dernière page où il dit, comme s'il fallait s'excuser au bout de 8 tomes Pléiade, je n'ai jamais pu m'empêcher d'écrire vite. 19 ans, 1723-1742, pour écrire les 19 ans qui ont précédé son moment de l'éviction de la Régence. En gros, justement, 1700, quand il commence à être à la cour, jusqu'à 1715, mort de Louis XIV. Ça nous remplit un tome. Et puis ensuite, les 8 ans très chaotiques de la Régence. Et évidemment, dans le Pléiade, il y a cet index là, qui est une sorte de mine exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que je me sers que de ça. J'ai une vieille édition des mémoires, celle qu'on trouve facilement sur Internet. Alors je l'ai sur le Pléiade, sur l'ordi, donc les recherches d'occurrence, ça va beaucoup plus vite comme ça, mais bon, c'est dans les Pléiades que j'ai fait mes 2 lectures complètes, puis maintenant c'est un 3e tour un petit peu. Saint-Simon, c'est le fitness des auteurs. On ne peut pas passer à côté. Mais bon, on a chacun son lieu de fitness, écriture. On n'a pas à imposer le sien aux autres. Alors, depuis Caillois, je prends mon index, je retrouve les 2 noms, Vatrigny, Bouligneux. C'était dans le tome 2. Alors, dans le tome 2, je retrouve exactement mon passage. J'ai même mis une petite ficelle, c'est ça l'avantage à l'endroit. Ils sont là. Bouligneux, lieutenant général, et Vartigny, maréchal de camp, furent tués devant Verrue. C'était un drôle de monde, ils n'arrêtaient pas de se faire la guerre, de se tuer les uns les autres. C'était il y a si longtemps. Je le mets en réserve, parce que de là, je pars dans les notes, et dans les notes, comme le truc est bien fait, on dit, bon, sur Vartigny et sur Bouligneux, on n'en apprend pas beaucoup plus, mais on apprend que Saint-Simon a déjà parlé d'une histoire de masque. Et c'est dans le tome 1. Alors, retour dans le noir, je vais chercher mon tome 1. Et comme c'était hier soir
ma ficelle, elle doit y être restée à cet endroit-là. Effectivement, je trouve une histoire de masque. Alors, ensuite, c'est pas difficile. C'est l'ambiguïté ou l'ambivalence ou la façon dont Wikipédia nous colle à la peau et qu'on le défendra jusqu'au bout. J'ai entré quoi? J'ai entré masque, cire, Louis XIV. Et là, je tombe sur Antoine Benoît, sculpteur-peintre. Il n'y a pas beaucoup d'images. Biographie. Pendant longtemps, Antoine Benoît, qui avait connu la renommée de son vivant, fut complètement oublié. Il est ressorti de l'anonymat après l'achat du buste en cire du roi Louis XIV par le musée de Versailles en 1856. Donc c'est un drôle de début d'article. On vous dit que celui que vous recherchez a été oublié, mais qu'il ne l'est plus. On va y être un peu tous oubliés. C'est un caractère un peu général. Alors, ce qui est intéressant, c'est tout de suite après. Une lettre patente de Louis XIV, datée de 1706, a permis de connaître les origines d'Antoine Benoît. Or, la scène de Saint-Simon, dans le tome 1, comme dans le tome 2, c'est 1704. Donc on est avant le moment où Antoine Benoît se fait reconnaître comme sculpteur du roi. Ce pauvre Antoine Benoît, son père étant orphelin, jeune et sans bien, avait dû déroger à la noblesse en faisant la profession de menuisier sculpteur en bois et d'architecte, marié à Marie Hubert. À partir des titres présentés, Louis XIV a reconnu ses origines nobles pour le faire jouir et user, ainsi que des enfants légitimes de la qualité de noble et de le faire jouir des privilèges et exemptions associés. Donc là, je pense que Wikipédia cite quelque chose. Oui, il cite un monsieur Eugène Vaudin, Antoine Benoît de Joigny, bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon, 1886. Dans Wikipédia, on reconnaît tout de suite qui parle, si c'est quelqu'un d'aujourd'hui ou si c'est pris de ce vieux savoir, des vieux livres. Alors on continue. Dans la prose de monsieur Antoine Baudin, valet en 1886, valet de la chambre du roi. Le mot valet dans Saint-Simon, ça c'est toujours des personnels avec un double rôle très, très important. C'est ceux qui ont accès à l'intimité. Et peintre personnel de Louis XIV. Il y avait les peintres officiels de la cour et le peintre personnel. Il fut élu membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1681, 20 ans avant, où il était écrit dans la liste alphabétique « Benoît Antoine, peintre de portrait, sculpteur en cire, né à Joigny ». Donc sculpteur en cire, c'est déjà en 1680, 20 ans plus tôt. Saint-Simon, c'est la toute fin de l'époque Louis XIV. C'est pour ça, avec, vous savez, l'université qui découpe l'histoire littéraire en tranches, ils le mettent dans le 18e. Et il est mort en 1717, 2 ans après son roi. Il n'a pas connu la gérance. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce gars? Je vais vous lire cette phrase parce qu'elle est extrêmement belle. La Bruyère avait qualifié les portraits de cire d'Antoine Benoît de marionnettes de cire. À son inventaire après décès, et ça, les inventaires après décès, dès lors que vous zonez un peu dans les livres autour de Saint-Simon, c'est globalement notre façon la plus précise d'approcher les gens. Parce que dans les inventaires après décès, tu as les objets, tu as les possessions terriennes, mais surtout tu as les objets pièce après pièce. Tu as tout d'un coup une reconstitution 3D de la vie de ces gens-là. L'inventaire après décès est par définition exhaustif, jusqu'à l'objet le plus humble. Plus de 90 effigies en cire sont mentionnées. Seul celui de Louis XIV subsiste. Les têtes et les bustes étaient moulés directement sur la personne, et donc ce n'est pas des masques mortuaires. On est dans la fabrication d'un moule pris sur le visage, donc à échelle 1, puis coloré, coiffé de perruques, pourvu d'yeux en émail. Gardez-les dans un petit coin de la tête, les yeux fixes en émail et la perruque. Parce que tout ça, dans le bal, dans la nuit, avec l'éclairage fragile ou les flambeaux, même si vous les multipliez, le bal des yeux en émail dans la nuit, sous les perruques et
les habits qui définissent la personne. La vie, elle est autant là que dans la chair. De toute façon, la chair, avec la cire, on la refait. Et habillée avec des tenues fournies par les modèles eux-mêmes. Le moulage direct sur le modèle permettait de conserver tous les détails du visage. Les verrues, les cicatrices, les rides. Ce type de sculpture, la céroplastie, va disparaître en France après la mort de Louis XIV. C'est pour ça que ces deux passages de Saint-Simon sont tellement étranges pour nous de les lire. Et grâce, merci, gratitude, Roger Caillois, moi qui avais lu plusieurs fois Saint-Simon, c'est des choses que j'avais laissées sur la périphérie. Ainsi, dans Wikipédia, la citation d'un monsieur Jacques Savary des Brulons, auteur d'un dictionnaire universel de commerce contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les 4 parties du monde, tome 1, page 903. Croyez bien que peut-être le reste de ma journée va se passer à aller farfouiller sur Gallica, voir si je le trouve, ce dictionnaire universel du commerce contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les 4 parties du monde. Et voilà ce qu'il écrit. Il note à propos d'Antoine Benoît qu'il trouva le secret de former sur le visage des personnes vivantes. Ne vous étonnez pas. Pourquoi nous, on va toujours dans le 17e ? C'est parce que la langue d'usage, elle est devenue la langue classique dont on use. C'est-à-dire la langue d'usage, c'est un rythme, une respiration qui nous surplombe de si haut, qu'on s'y suspend comme peut-être dans un parachute ou un ballon pour descendre sur un pays. Mais c'est pour ça qu'on en a besoin. Eux, c'est pas une prouesse d'écrire comme ça. Qu'il trouva le secret de former sur le visage des personnes vivantes, même les plus belles et les plus délicates, et sans aucun risque, ni pour la santé, ni pour la beauté, des moules, dans lesquels il fondait ensuite des masques de cire, auxquels il donnait une espèce de vie par des couleurs et des yeux d'émail imités d'après le naturel. Ces figures revêtues d'habits conformes à la qualité des personnes qu'elles représentaient étaient si ressemblantes que les yeux leur croyaient quelquefois de la vie. Et maintenant, je glisse à Saint-Simon, non pas le passage de Caillois, mais un autre passage de Saint-Simon où on voit apparaître ces masques dans un bal, de nuit, à Versailles. Et donc, avant que Antoine Benoît ait trouvé ses lettres de noblesse. Mais il les trouvera par la place qu'il prend à la cour. Alors il s'agit de quoi ? Il s'agit de 4 personnages importants, dont le duc de Bourgogne, qui mourra dans le tome 3 de Saint-Simon. Vous avez tous lu ça, au moins ça. Et un autre, le duc d'Évreux, et 2 autres. Et ces personnages, évidemment, ils sont riches. Ils se sont chacun fait faire leur masque par Antoine Benoît, mais ils se sont fait faire 4 masques. C'est-à-dire que chacun peut mettre à volonté la figure des 3 autres, ou la sienne. C'est-à-dire, vous avez affaire à un masque, vous savez que c'est un masque avec ses yeux d'émail, avec sa perruque, mais comme ils en changent en permanence, des 4 personnages portant leur propre masque, mais intervertissant en permanence la personne ou le masque. À qui vous avez affaire ? Vous savez que vous avez affaire à un des 4. Mais ça peut permuter à mesure. Vous voyez comme c'est pas facile d'en parler. Dès avant la Chandeleur, jusqu'au carême, en ce moment même, ce ne fut que bals et plaisirs à la cour. Le roi en donna à Versailles et à Marly, mascarades ingénieuses, entrées, espèces de fêtes qui amusèrent fort le roi sous le prétexte de madame la duchesse de Bourgogne. Il y eut des musiques et des comédies particulières chez madame de Maintenon. Monseigneur donna aussi des bals, et les principales personnes se piquèrent d'en donner à madame la duchesse de Bourgogne. Monsieur le prince, dans son appartement composé de peu de pièces et petites, trouva moyen de surprendre la cour par la fête du monde la plus galante, la mieux entendue, la mieux ordonnée.
un bal paré, des masques, des entrées, des boutiques de tout pays, une collation dont la décoration fut charmante, le tout sans refuser personne de la cour et sans fond ni embarras. Une femme depuis fort de mes amis, et qui, quoique bien jeune, commençait à pointer par elle-même à la cour, qui y figura tôt après, et qui y serait parvenue apparemment aux situations les plus flatteuses si la petite Vérole ne l'eût emportée quelques années après, y trouva une triste aventure. Le comte d'Évreux lui avait plu. À peine commençait-on à s'en apercevoir. Un masque entra vers le milieu du bal, avec 4 visages de 4 personnes de la cour. Celui du comte d'Évreux en était un, et tous 4 en cire, particulièrement ressemblant. Ce masque était couvert d'une robe ample et longue qui dérobait sa taille et avait dans cette enveloppe le moyen de tourner ses visages tout comme il voulait, avec facilité et à tout moment. La singularité de la mascarade attira tous les yeux sur lui. Il se fit force commentaires sur les 4 visages, et il ne fut pas longtemps sans être pris à danser. Et ce premier menuet, il tourna et retourna ses visages et en divertit fort la compagnie. Quand il l'eut achevé, voilà mon démon qui s'en va faire la révérence à cette pauvre femme en lui présentant le visage du comte d'Évreux. Ce n'est pas tout, il dansait bien, et était fort maître de sa danse tellement qu'il eut la malice de si bien faire que quelques tours et retours qu'il fit en ce menuet, ce même visage tourna toujours si à point et avec tant de justesse qu'il fut toujours vis-à-vis de la dame avec qui il dansait. Elle était cependant de toutes les couleurs, mais sans perdre contenance, elle ne songea qu'à couper court. Dès le second tour, elle présenta la main. Le masque fait semblant de la prendre, et d'un autre temps léger s'éloigne et fait un autre tour. Elle croit, au moins, à celui-là, être plus heureuse. Point du tout. Même fuite, et toujours ce visage sur elle. On peut juger quel spectacle cela donna. Les personnes les plus éloignées en pied, d'autres encore, plus reculées debout sur les bancs. Pourtant, point de huée, la dame était grande dame, grandement apparentée, et de gens en place et en crédit. Enfin, elle en eut pour le triple au moins d'un menuet ordinaire. Ce masque demeura encore assez longtemps, puis trouva le moyen de disparaître sans qu'on s'en aperçût. Le mari, masqué, vint au bal dans ce temps-là. Un de ses amis en sortait, je crois, pour l'attendre. Il lui dit qu'il y avait un flot de masques qu'il ferait bien de laisser sortir s'il ne voulait étouffer, et le promena en attendant dans la galerie des princes, etc., etc. Alors l'histoire des 4 personnages avec chacun 4 masques, c'est un autre témoignage que j'ai retrouvé là par la notice. Pas plus que ça. Mais ça donne le cadre. Et maintenant, dans ce cadre, l'histoire. Et cette histoire, c'est parce que Caillois le cite dans ses textes sur l'imaginaire et le fantastique. Il le cite comme contre-exemple du travail du fantastique. Le travail du fantastique, y compris dans l'horreur jusqu'à H.P. Lovecraft, c'est de présenter une image qui n'appartient pas au réel, qui ne peut se résoudre à une explicitation par ou dans le réel, mais rien qui puisse vous permettre de trouver une issue. Le réel, à cet instant-là, est comme ça. Alors évidemment, si c'est conçu comme récit et comme conte, Le masque de la mort rouge, Edgar Poe, on le lit comme conte fantastique. Et c'est cet ersatz ou comment vous venez travailler votre propre peur en travaillant sur une peur dont vous ne savez bien qu'elle n'est que récit. C'est ce qui fabrique notre rapport au fantastique. Mais là, c'est pas pareil. Saint-Simon, c'est des mémoires. Il témoigne de ce qu'il a vu. Et il témoigne d'une horreur qui a été publiquement vue. Est-ce que c'est du fantastique ? Non, puisque personne n'a trouvé l'explication, puisque tout le monde en a été témoin, et que lui-même en a été témoin, et nous le présente comme récit de ce qu'il a vu. Bouligneux, lieutenant général, et Vartigny, maréchal de camp, furent tués devant Verrue. 2 hommes d'une grande valeur, mais tout à fait singuliers. On avait fait,
le on, notre Antoine. L'hiver précédent, plusieurs masques de cire de personnes de la cour, au naturel, qui les portaient sous d'autres masques. Un bal masqué, c'est des loups, c'est cet apparat, ces masques rigides à la Venise. Et ce qui est fantastique dans ce bal, c'est que c'est un bal masqué, mais quand vous enlevez le masque, c'est votre propre masque de cire, ou bien le masque de cire de quelqu'un d'autre. Le masque sous le masque. Et ça fait partie de l'histoire. On avait fait l'hiver précédent plusieurs masques de cire de personnages de la cour au naturel, qui les portaient sous d'autres masques, en sorte qu'en se démasquant, on y était trompé en prenant le second masque pour le visage, et c'en était un véritable, tout différent, dessous. On s'amusa fort à cette badinerie. Enlever le masque, visage, mais sous le deuxième masque, le visage véritable. Cet hiver-là, donc ça, il parle de l'hiver précédent, c'est le bal masqué dans le tome 1 avec le conte d'Évreux. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On les a rangés, les masques. Et là, 1 an plus tard, on les ressort pour faire la fête. Notre Antoine Benoît, en tout, il en a fait 90. Cet hiver-là, on voulut encore s'en divertir. La surprise fut grande lorsqu'on trouva tous ces masques naturels frais. C'est l'avantage de la cire. Peut-être certains d'entre vous connaissent le musée Fragonard à Maison-Alfort, à l'école vétérinaire. C'est une impression des plus fortes que j'ai jamais eues. Et puis ce mot, la surprise fut grande lorsqu'on trouva tous ces masques naturels frais, et tels qu'on les avait serrés après le carnaval, excepté ceux de Bouligneux et de Vartigny, qui, en conservant leur parfaite ressemblance, avaient la pâleur et le tiré de personnes qui viennent de mourir. Ils parurent de la sorte à un bal, et firent tant d'horreur qu'on essaya de les raccommoder avec du rouge. Mais le rouge s'effaçait dans l'instant, et le tiré ne put se rajuster. Cela m'a paru si extraordinaire que je l'ai cru digne d'être rapporté, mais je m'en serais bien gardé aussi si toute la cour n'avait pas été comme moi témoin et surprise extrêmement, et plusieurs fois, de cette étrange singularité. À la fin, on jeta ces 2 masques. Et l'art de Saint-Simon, c'est « et surprise extrêmement ». 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. L'adverbe est la preuve du véritable. Donc ces 2 pauvres jeunes hommes, morts comme officiers dans ces incessantes guerres de Louis XIV, 1 an après, on ressort les masques qui avaient servi au bal de l'hiver précédent. Et 2 des masques se sont chargés des traits de la mort. Saint-Simon ne dit pas qui s'était vu contraint de porter sur son propre visage le visage d'un des 2 morts. Ils font horreur. On essaye, parce que c'est précieux, parce que le nombre en est limité, peut-être même est-ce Antoine Benoît lui-même qui essaye de corriger son masque, le masque fait 1 an avant pour ces jeunes officiers, Bouligneux, Vartigny. Il leur met du rouge pour recolorer la chair. Il rectifie le tiré. À quoi ressemble un cadavre? À quoi ressemblent les morts, nos proches morts, quand on les voit, qu'on leur met la main sur le front? Et rien n'y peut faire. Les 2 modèles sont morts. Les masques
affichent leur mort. Et c'est juste un moment, quelque chose qui passe dans Saint-Simon. Et c'est ma chronique d'aujourd'hui.